Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Renan Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de nouvelles TV-Ciel, nous plongerons dans toutes les actualités du territoire des Laurentides. Nous commençons cette semaine avec le service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC d'Antoine Labelle, qui lance un appel de projet dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts 2024-2025, volet intervention ciblée. Cet appel de projet se déroule jusqu'au 17 mai et vise l'aménagement forestier dans la région des Laurentides. L'entente de délégation concernant la gestion du programme d'aménagement durable des forêts du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour la grande région des Laurentides est en voie de renouvellement. Celle-ci concerne les MRC touchés par l'aménagement forestier en territoire public laurentien, soit la MRC d'Antoine Labelle, des Laurentides, des Pays-d'en-Haut et d'Argenteuil. De ce fait, la MRC d'Antoine Labelle, désignée responsable de répondre au mandat de l'entente, lance cet appel de projet afin d'identifier une banque de projets régionaux admissibles au programme. Le programme d'aménagement durable des forêts, volet intervention ciblée, a, entre autres, pour objectif la réalisation de projets d'aménagement forestier sur le territoire des Laurentides. Dans le cadre de l'appel de projet pour l'année 2024-2025, les dossiers admissibles sont les projets permettant de documenter les différents enjeux liés aux préoccupations afin d'appuyer les décisions et les orientations reliées à la planification forestière, les projets de réalisation de travaux d'aménagement forestier sur les terres publiques intramunicipales, les projets de maintien et d'amélioration du réseau de chemins multi-usages pour les divers utilisateurs des terres, les projets d'accompagnement des initiatives et de soutien à l'organisation d'activités visant à favoriser l'aménagement forestier et la mise en valeur de la ressource forestière. Les promoteurs intéressés à déposer un projet doivent d'abord consulter le guide du promoteur et ensuite faire une demande en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Les demandes doivent être complètes avant le 17 mai à midi et doivent être transmises par courrier électronique à a.guérin@commercial-mrc-antoine-label.qc.ca. Le guide du promoteur et le formulaire de demande sont disponibles sur le site web de la MRC d'Antoine Labelle. L'octroi des aides financières aux projets admissibles sera possible conditionnellement à l'approbation du plan par le secrétariat du Conseil du Trésor, à la signature de l'entente de délégation entre le ministère et les MRC de la région de Laurentides et l'octroi de l'enveloppe budgétaire par le gouvernement du Québec. Ce sera également conditionnel à la recommandation des projets par les comités de priorisation, aussi à l'adoption des projets par le Conseil de la MRC d'Antoine Labelle. Pour toute question ou information supplémentaire concernant l'appel de projet, les promoteurs sont invités à contacter le service de la gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC au 819-623-3485 au poste 601 ou à l'adresse courriel a.guérin@commercial-mrc-antoine-label.qc.ca. La MRC d'Antoine Labelle lance la période d'inscription au programme Réno-Région 2024-2025 visant à aider les propriétaires à revenus modestes à corriger des défectuosités majeures sur leur résidence. Partenaire de la Société d'habitation du Québec, la MRC administre sur son territoire les programmes d'amélioration de l'habitat, dont le programme Réno-Région. Celui-ci a pour objectif d'aider financièrement les propriétaires occupants à revenus modestes à effectuer des travaux visant à corriger des défectuosités majeures sur leur résidence. Pour soumettre une demande à la programmation Réno-Région 2024-2025, les personnes intéressées doivent compléter le formulaire d'inscription et le déposer à la MRC, accompagné de leur compte de taxes municipales de 2023, des avis de cotisation fédérale et provinciale 2023 pour chacun des membres du ménage et de photos des défectuosités du bâtiment au plus tard le 20 mai 2024 à 17 h. Puisque les besoins en rénovation domiciliaire sont grands sur le territoire, les demandes admissibles seront évaluées par un comité en fonction des critères de priorisation des dossiers établis par la MRC. Les aides financières seront accordées en priorité aux dossiers les plus urgents. En 2023, la Société d'habitation du Québec avait alloué à la MRC un total de plus de 3 millions de dollars pour les programmes Réno-Région 2024-2025 et 2023-2024. Lors de la programmation 2023-2024, 72 ménages sur le territoire de la MRC ont bénéficié de subventions pouvant atteindre jusqu'à 25 000 $ pour réaliser des travaux admissibles. La MRC Antoine Labelle estime qu'entre 60 et 70 ménages pourront recevoir une aide pendant la présente programmation. Le formulaire d'inscription téléchargeable, les critères de priorisation et les détails du programme sont disponibles sur le site web de la MRC d'Antoine Labelle. Suivant son 7e appel de dossier dans le cadre de sa politique de soutien aux organismes culturels, en janvier dernier, la MRC d'Antoine Labelle est heureuse de soutenir financièrement 5 projets culturels totalisant une enveloppe de 20 000 $. Alors que plusieurs projets culturels ont été déposés dans le cadre de l'appel de projet, les membres du comité de sélection
composé d'élus municipaux et de représentants du milieu, ont procédé à l'évaluation des dossiers conformément aux critères définis par la politique. Suivant ces analyses, le comité a recommandé au conseil de la MRC d'octroyer les aides financières aux projets suivants. La Société du patrimoine de Nomineng reçoit 2 500 $ pour son projet sur le chemin des Meules. Cette somme servira à la réalisation d'une exposition présentant une installation multidisciplinaire relatant l'histoire du premier moulin à scie et à farine de la région. L'organisme Les Artistes de chez nous reçoit 3 350 $ pour son projet de formation Tu me parles. Afin de bonifier les connaissances et enrichir le parcours artistique de leurs membres, l'organisme organise une programmation de formation variée offerte par des artistes professionnels ainsi que par certains membres des artistes de chez nous. La chorale Harmonie de la Vallée de la Rouge reçoit 4 150 $ pour son projet Une chorale tournée vers l'avenir. Le projet comporte des journées de formation de techniques vocales pour les choristes ainsi que la mise à jour des outils promotionnels de la chorale. L'organisme Le Chœur entre amis reçoit 5 000 $ pour son projet Les Folies chantantes. Le projet permettra aux membres du chœur de participer à l'événement Les Folies chantantes, un rassemblement de plus de 400 choristes à Sherbrooke en octobre prochain. Le Chœur entre amis y performera devant tous les chœurs présents, en plus de profiter d'un perfectionnement avec des chefs de chœur réputés. Un rayonnement hors région exceptionnel pour l'organisme. Le Festival du Gros Gras reçoit 5 000 $ pour sa 4e édition. L'événement offre aux participants locaux et d'ailleurs une vaste programmation musicale variée. Comme nouveauté cette année, un spectacle intime offert gratuitement le dimanche matin afin de clore le festival. Rappelons que c'est lors de sa séance du 23 janvier dernier que le conseil de la MRC Antoine Labelle a accordé une somme de 20 000 $ provenant du Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional, destiné au 7e appel de projet dans le cadre de cette politique, dans le but de soutenir les organismes culturels du territoire dans la réalisation de leurs activités. Adoptée en 2017 et mise à jour en 2023 afin de répondre aux axes, orientations et objectifs de la nouvelle politique culturelle et patrimoniale, la politique a pour mandat de soutenir et de valoriser le milieu culturel local. Elle a également pour but de répondre équitablement aux demandes d'aide financière des organismes culturels, en plus de leur offrir du soutien professionnel, technique et administratif. Le fonds dédié à la politique a pour objectif la réalisation d'activités culturelles et la reconnaissance des organismes culturels sur le territoire, la contribution au soutien des activités destinées à la communauté d'Antoine Labelle, le maintien des services culturels de qualité offerts aux citoyens, ainsi que la recherche des sources de financement privées ou publiques supplémentaires en culture. Le 15 avril dernier, une quarantaine de personnes ont participé à la soirée réseautage organisée par la MRC des Laurentides et sa corporation de développement économique à la Manufacture située à Sainte-Agathe-des-Monts. L'occasion de révéler le programme de soutien à l'innovation culturelle des produits forestiers non ligneux, aussi appelé PFNL, à destination des entrepreneurs engagés dans des projets innovants de la culture des PFNL. Il y a 10 ans, la MRC de Laurentides a perçu le nouveau potentiel des produits issus de la forêt, non seulement pour la coupe forestière conventionnelle, mais également par l'exploitation de toutes les ressources qu'on y retrouve. La transformation des PFNL était très peu connue à l'époque et la MRC de Laurentides était aux prémices de cette filière économique dans la région. Ce nouveau créneau que représentent les PFNL s'avère une valeur ajoutée à l'économie première de la MRC qui est le récréotourisme. C'est en 2019 que les choses se sont concrétisées, notamment avec le programme gouvernemental Soutien au rayonnement des régions du Fonds Région et Ruralité, qui s'est conclu par la tenue d'un forum régional en 2023 et la réalisation de projets grâce au financement du MAPAC. Cette démarche de mise en valeur des PFNL est maintenant ancrée au cœur du plan de développement de la zone agricole. Elle est aussi au centre de la planification stratégique 2022-2027 de la MRC de Laurentides avec un objectif clair: soutenir de manière durable l'essor de cette industrie émergente dans la région. Lancé le 15 avril dernier, le programme de soutien à l'innovation culturelle des produits forestiers non ligneux vient soutenir les entrepreneurs engagés dans des projets innovants de culture des PFNL. En échange d'un soutien financier, les entrepreneurs seront appelés à partager un rapport afin de favoriser le partage des connaissances dans la filière. Le volet réseautage de cet événement fut un succès. Producteurs locaux et acheteurs potentiels ont pu échanger et découvrir les projets passionnants qui valorisent la PFNL, filière économique en développement sur le territoire. La MRC de Laurentides a reçu une aide financière du gouvernement du Québec afin d'aller de l'avant avec ses projets d'aménagement au parc Éco-Corridor Laurentien situé à Mont-Blanc.
Dans le cadre du 4e appel à projet du volet 2 du programme d'aide à la mise en valeur territoire public, la MRC de Laurentides est fière de se voir attribuer une aide financière de près de 80 000 et souhaite remercier la députée de la Belle Chantal Janotte ainsi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vizina. Afin de contribuer à la vocation éducative de ce territoire naturel public, la MRC de Laurentides abondera la somme de l'aide financière du même montant afin de démarrer les 3 projets suivants au cours de l'année 2004. Le parc Éco-Corridor Laurentien a le potentiel de devenir un lieu incontournable pour l'éducation environnementale, la sensibilisation à la nature et la préservation de l'environnement dans la région. L'approche philosophique qui a guidé la réflexion de ces projets est profondément enracinée dans la connexion avec la nature. Elle repose sur la conviction que l'apprentissage en plein air, l'exploration de la nature et l'interaction avec l'environnement naturel sont des moyens puissants d'éducation. Il y aura création d'une classe nature. La classe nature sera un espace d'apprentissage en plein air à destination du grand public. Elle sera adaptée pour les groupes scolaires afin de prodiguer de l'enseignement en lien avec le milieu naturel. Ces aménagements favoriseront la contemplation, le travail collaboratif, l'observation de la faune et de la flore, la collecte d'échantillons sous supervision et la discussion de groupe. Il y aura un parcours d'hébertisme. Ce parcours offrira aux enfants bien plus que de simples exercices physiques. En plus de favoriser le développement moteur, la coordination et la force physique, cette activité ludique stimulera également des aspects cruciaux de l'apprentissage. En créant un environnement d'apprentissage interactif et stimulant, ce parcours offrira aux enfants une expérience éducative holistique qui contribue ainsi à leur croissance intellectuelle, émotionnelle et sociale. Il y aura aussi la création d'un sentier thématique éducatif sur les produits forestiers non ligneux. Ce sentier offrira aux visiteurs un parcours lui permettant de découvrir les richesses qui l'entourent. Ce sentier comportera plusieurs avantages, dont l'éducation à la foresterie, la valorisation de la biodiversité, la sensibilisation aux enjeux environnementaux, la promotion de l'exploitation durable des forêts et aussi le renforcement des liens culturels. Rappelons que le programme d'aide à la mise en valeur du territoire public a été lancé en avril 2022 afin d'appuyer la mise en œuvre du plan de mise en valeur du territoire public 2022-2026. Ces 2 initiatives concourent à l'amélioration de la qualité de vie des milieux régionaux par la mise en... Ces deux initiatives concourent à l'amélioration de la qualité de vie des milieux régionaux par la mise en valeur du territoire public qui permet de soutenir nombre de leurs activités. Le programme est doté d'une enveloppe de 24 millions de dollars sur 4 ans pour soutenir différents projets de la part de municipalités, de petites et moyennes entreprises et d'organismes à but non lucratif et de communautés autochtones. Revenez-nous après la pause. Le Festival de l'Anaudière est heureux de dévoiler que Farah Ali Bey, l'irrésistible ingénieur en aérospatiale ayant grandi à Joliette, sera la tête d'affiche lors du concert d'ouverture le 6 juillet prochain avec l'orchestre de l'Agora et son chef fondateur Nicolas Ellis. Dans un concert au format inédit, Farah amènera le public dans une expédition à travers notre système solaire avec les planètes de Gustav Holt en toile de fond. En plus de cette œuvre ayant servi d'inspiration à John Williams pour la musique de la Guerre des Étoiles, le programme sera complété par Orion du compositeur québécois Claude Vivier. Farah expliquera au public lanaudois les caractéristiques de chacune des planètes, en plus de parler de son expérience comme jeune ingénieur aérospatial ayant fait son chemin jusqu'au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Des images de la NASA ainsi que des photographies des archives personnelles de Farah Ali Bey seront diffusées sur les écrans géants de l'amphithéâtre Fernand Lindsay. Le Festival de l'Anaudière est également heureux d'annoncer l'ajout d'activités gratuites à sa programmation estivale annoncée en mars dernier. En plus de soirées cinéma en plein air, du conseil Opéra Bonbon, l'aventure gourmande d'Hansel et Gretel le 18 juillet au boisé du Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies et d'un hommage au festival Mémoire et Racines le 24 juillet à la place Bourget s'ajoutent des séances de yoga musical avec Hugh Newman et Yuki Isami les 6 et 13 juillet à 8 h sur la plage Saint-Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée, un atelier de chant choral pour ceux qui désirent lâcher leur fou en chantant et en improvisant en chœur le 3 août à 10 h au parc Cassavant-des-Roches,
Le retour de la journée porte ouverte à l'amphithéâtre Fernand-Lindsay le 18 juillet prochain avec des activités de découverte de la musique pour toute la famille, dont le concert La Révolte des Anciens avec Arion, orchestre baroque, une messe des artistes gratuite à la cathédrale de Joliette avec le chœur du musée d'art de Joliette et 3 soloistes dans la messe solennelle de Sainte-Cécile de Gounon. Quoique l'entrée soit gratuite, il est recommandé de réserver sa place pour ces activités très convoitées. Le Festival de l'Anneau d'hier est heureux de constater la grande demande pour ses concerts cette année encore. En effet, les ventes sont en hausse de 25 % par rapport à la même date l'an dernier et l'inventaire de billets sous le toit de l'amphithéâtre commence à être restreint pour certains concerts. Dépêchez-vous de réserver vos places. Pour connaître la programmation complète, rendez-vous au lanaudière.org. La municipalité de Val-David est fière d'annoncer le lancement officiel de sa nouvelle politique Famille et aînés, fruit d'une collaboration étroite entre divers acteurs du milieu. Approuvée par le conseil municipal en mars dernier, cette politique guidera les actions futures de la municipalité dans le but de favoriser le bien-être de ses citoyens. Le lancement s'est tenu le 25 avril dernier en présence de représentants des familles, des aînés, des organismes communautaires, des institutions d'enseignement et de la petite enfance locale, du C3S des Laurentides ainsi que quelques membres de l'administration et du conseil municipal, tous ayant contribué activement à ce projet. Cette politique vise à répondre aux besoins croissants de la population, notamment en matière de vieillissement et d'accueil des nouvelles familles. Selon la mairesse Dominique Forget, le plan d'action qui en découle guidera les interventions pour assurer le développement d'un environnement propice à l'épanouissement des familles et des aînés. Le plan d'action s'articule autour de grandes orientations visant à optimiser l'accès et l'utilisation des ressources, des services et des infrastructures destinés aux familles et aux aînés, contrer l'isolement des personnes seules et ou démunies, promouvoir le vieillissement actif et les saines habitudes de vie, valoriser l'échange intergénérationnel et assurer une offre d'habitation qui permet aux familles et aux aînés de grandir et de vieillir à Val-David. Il est important de souligner que ce processus et ses réflexions ont été guidés par les données d'un sondage en ligne et de tables de concertation impliquant le public visé par cette politique. La municipalité exprime sa gratitude envers tous les intervenants ayant contribué à l'élaboration de cette politique et son plan d'action. Afin d'assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du plan d'action, un comité de suivi a été constitué. La municipalité tient également à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux pour son soutien financier ayant rendu possible la réalisation de cette initiative cruciale pour la communauté. La politique Famille et aînés de Val-David est accessible en ligne sur le site de la municipalité au valdavid.com sous l'onglet Publications, /politique. Val-David a entrepris des travaux de rinçage unidirectionnel sur le réseau d'alimentation en eau potable. Ces travaux d'une durée de 6 à 8 semaines réalisés par le service des travaux publics visent à améliorer à la fois la sécurité en cas d'incendie et la qualité de l'alimentation en eau potable du réseau d'aqueduc municipal. Ils permettent également d'augmenter la durée de vie des conduites et de vérifier périodiquement le bon fonctionnement des accessoires. Le résultat escompté devrait se traduire par un nettoyage complet de toutes les traces de rouille dans les conduites principales et secondaires du réseau de distribution, ainsi que par une augmentation progressive des pressions et des débits. Ultimement, ces travaux permettront aux employés du service des travaux publics d'ouvrir les bornes fontaines en tout temps sans provoquer de turbulences dans les conduites pouvant entraîner une coloration de l'eau. Conséquemment, il peut y avoir une baisse de pression d'eau accompagnée ou non d'une coloration rougeâtre. Cela peut occasionner certains désagréments, dont des taches sur les tissus lors de lavage de vêtements. Même si elles peuvent être consommées sans danger, il serait préférable de ne pas boire cette eau colorée. Si votre eau est colorée, la municipalité vous conseille d'ouvrir les robinets d'eau froide et de laisser l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle devienne incolore. Comme il s'agit d'une opération d'envergure, l'eau colorée peut se présenter à divers intervalles dans tous les secteurs visés. Il est recommandé d'effectuer votre lessive entre 18h et 7h30 pendant la période de travaux qui concerne votre secteur. Si, lors des opérations après un lavage, des taches de rouille apparaissaient sur les tissus, le service de travaux publics pourra vous fournir sans frais un produit de nettoyage facile à utiliser. Pour ce faire, vous devez vous présenter à la mairie pendant les heures d'ouverture. Dans le but de rationaliser les opérations, les travaux se dérouleront sans horaire défini. Tous les secteurs peuvent donc s'attendre à être affectés à tout moment durant cette période. Pour tout renseignement, communiquez avec le service des travaux publics au 819-324-5678 au poste 4223. De janvier à mai 2024, la municipalité de Val-David a établi sa carte électorale en vue des élections générales municipales du 2 novembre prochain.
La division du territoire marque le début de ce processus électoral municipal. Pour établir sa carte électorale, la municipalité doit définir les limites géographiques des districts électoraux. Lors des prochaines élections générales municipales, les électeurs et électrices voteront pour l'une des personnes qui se présenteront comme conseiller municipal dans leur district électoral. Pour assurer une représentation juste et équitable des citoyens et citoyennes au conseil municipal, la division doit respecter deux grands critères. Les districts électoraux doivent être délimités de façon que chaque conseiller ou conseillère représente sensiblement le même nombre d'électeurs. Les districts doivent respecter les communautés naturelles de la municipalité. Ils doivent donc tenir compte des barrières physiques, des tendances démographiques, de la superficie, de la distance ainsi que des limites et des arrondissements et des paroisses. En vue des prochaines élections municipales en novembre prochain, il est donc nécessaire de remplacer la carte actuellement en vigueur, car le district 3, soit le secteur du premier rang de Doncaster, ne respecte plus les exigences de la loi sur les élections référendaires dans les municipalités en raison de son trop grand nombre d'électeurs. En conséquence, le principal changement annoncé à la carte est de modifier le tracé du district 3 afin qu'une partie des électeurs et électrices de ce secteur fasse désormais partie du district 1 au cœur villageois. Les électeurs et électrices des rues suivantes sont visés. Les rues Lamoureux, Beaulieu, Jean-Morin et une partie du premier rang de Doncaster, située entre l'intersection du chemin du Mont-Césaire et de la rue Maurice-Monty. La municipalité vous invite à consulter son projet de règlement qui établit les limites des districts électoraux de la municipalité sur son site internet à valdavid.com sous l'onglet Publications / Règlements municipaux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce projet de division, vous avez jusqu'au 7 mai pour faire part de votre position en écrivant à François Saint-Amour, directeur général et greffier trésorier, au 2579 rue de l'Église à Val-David, code postal J0T2N0. Si un nombre suffisant de personnes s'opposent au projet, la Ville tiendra une audience publique au cours de laquelle vous pourrez expliquer pourquoi vous vous y opposez. Un district électoral est l'équivalent à l'échelle municipale d'une circonscription électorale. La carte électorale de la municipalité est composée de plusieurs districts électoraux qui comprennent sensiblement le même nombre d'électeurs. Lors des élections générales municipales du 2 novembre 2025, les électeurs voteront pour l'une des personnes qui se présenteront comme conseillers ou conseillères dans le district électoral. Pour en savoir plus sur la division du territoire municipal en districts électoraux, vous pouvez consulter les pages de la Commission de la représentation électorale sur le site web d'Élections Québec. Jusqu'au 12 mai, la population de Saint-Sauveur est invitée à consulter et à commenter la version préliminaire du plan d'urbanisme revu et corrigé du service de l'urbanisme de la Ville sur sa plateforme de consultation citoyenne. Dans son élaboration, une attention particulière a été portée aux éléments suivants: l'identité sauveroise, les principes du développement durable, les besoins en matière de logement, d'équipements publics, d'activités économiques, commerciales ou touristiques, de milieux naturels, de sport, de loisirs et de culture. Les villes et les municipalités doivent également, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, harmoniser leur règlement d'urbanisme en accord avec les objectifs du schéma d'aménagement et de développement de leur MRC d'appartenance, soit dans le cas de Saint-Sauveur, celle des Pays d'en haut. Le schéma d'aménagement devant lui-même être conforme aux grandes orientations gouvernementales en matière d'aménagement, un principe de concordance guide l'élaboration de ces documents. La refonte du plan d'urbanisme constitue l'une des étapes prévues à la démarche de consultation Inspirer Saint-Sauveur, entrepris à l'automne 2022, qui avait comme premier objectif d'établir une nouvelle vision stratégique en matière d'aménagement du territoire. La participation des citoyens, des élus et des cadres municipaux aux différentes activités de consultation avait permis de faire émerger une vision en cohésion avec les besoins et aspirations des Sauverois et Sauveroises, en plus de nourrir de nombreuses réflexions. Dans cette optique, la Ville souhaite poursuivre cette démarche en offrant à la population l'occasion de consulter et de commenter la version préliminaire de son nouveau plan d'urbanisme sur sa plateforme de consultation citoyenne. Les réponses obtenues permettront d'effectuer les ajustements nécessaires en vue de l'adoption officielle prévue à la fin de l'année 2024. À Saint-Sauveur, en raison de la présence de milieux humides et hydriques, les travaux d'aménagement de passerelles prévus sur le réseau de sentiers La Marquise débuteront le 6 mai prochain. Par conséquent, tous les sentiers de ce réseau demeureront fermés pour la durée des travaux qui devraient se terminer en début du mois de juillet 2024.
Les travaux consistent en l'aménagement de 6 passerelles sur pilotis d'une longueur totale de 150 mètres. Les randonneurs bénéficieront ainsi d'un accès 4 saisons au sentier, tout en limitant la perturbation des zones humides. Lorsqu'elle sera connue, la date de réouverture des sentiers vous sera communiquée par la ville de Saint-Sauveur. C'est lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 15 avril dernier que la ville de Saint-Sauveur a adopté son premier plan de conservation des milieux naturels. Ayant pour objectif la conservation et la valorisation des milieux naturels, ce plan s'inscrit dans le plan d'action en environnement 2021-2023. Le territoire de Saint-Sauveur comprend une diversité de milieux naturels, ainsi avec une proportion importante de milieux forestiers, ainsi que de nombreux milieux humides et hydriques et éléments d'intérêt écologique et récréotouristique. L'élaboration du plan de conservation des milieux naturels a donc nécessité la mise en place de plusieurs actions afin de collecter les informations clés essentielles, la réalisation d'un portrait des milieux naturels présents sur le territoire, un sondage en ligne et une consultation publique menée auprès de la population et des autres parties prenantes du territoire, la production d'une analyse de connectivité écologique locale des milieux naturels, la réalisation d'une analyse multicritère des milieux naturels afin de déterminer leur valeur écologique et sociale et établir une priorisation des milieux naturels sur le territoire. 9 grandes stratégies ont été identifiées suite à ces analyses et consultations, dont découlent 24 objectifs et 43 actions à mettre en place sur une période de 10 ans. Pilotée par Éco-Corridor Laurentien, la démarche de co-création s'est étalée sur un an en collaboration avec les acteurs clés du territoire, soit les élus fonctionnaires municipaux, les membres du comité consultatif en environnement de la ville, un représentant de l'Association pour la protection du lac Prévost, l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord, Abri Nord, et l'Institution des territoires. Cette démarche exprime la volonté de la Ville de jouer un rôle de premier plan dans la protection de son patrimoine naturel et contribuer à la préservation des milieux naturels du sud du Québec, ainsi qu'à l'atteinte de la cible gouvernementale de protéger 30 % du territoire d'ici 2030. Le maire Jacques Gariepi mentionne que dans un contexte de double crise mondiale, soit celle des changements climatiques et du déclin de la biodiversité, la Ville de Saint-Sauveur souhaite faire sa part avec l'adoption et la mise en œuvre de ce plan audacieux et innovateur. Revenez-nous après la pause. Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carman, ainsi que le député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé, Yuri Chassin, ont souligné au cours d'une visite dans la région l'inauguration du tout premier pôle pédiatrique des Laurentides à Saint-Jérôme. Le pôle pédiatrique vise à regrouper sous un même toit différents services destinés aux jeunes et à leurs familles, tels que la clinique en pédiatrie, la clinique médicale spécialisée en pédiatrie, le groupe de médecine familiale universitaire, la vaccination des enfants de 0 à 6 ans, les services du programme Agir tôt et des services en santé mentale jeunesse. Il permet une meilleure prise en charge des jeunes, notamment certaines clientèles ayant des besoins particuliers, par exemple les enfants avec un trouble déficitaire de l'attention ou avec ou sans hyperactivité, tout en répondant aux besoins d'accès de la population des Laurentides pour ce type de service. Le pôle pédiatrique est en activité depuis décembre 2023. Il compte sur une équipe composée de pédiatres, d'infirmières auxiliaires, de travailleurs et travailleuses sociaux, de psychologues, de psychoéducatrices et psychoéducateurs, d'ergodérapeutes et de spécialistes en activités cliniques. L'installation du pôle pédiatrique des Laurentides permet, entre autres, l'amélioration des services offerts à la clientèle pédiatrique et l'augmentation de la volumétrie d'enfants suivis en service de deuxième ligne, l'augmentation de l'offre de services pour soutenir le réseau de la santé et des services sociaux et la clientèle pédiatrique. Le bon service est ainsi offert par le bon professionnel au bon moment. Le développement d'une nouvelle clinique spécialisée pédiatrique dans les Laurentides pour les jeunes présentant un portrait clinique complexe, une offre de services adaptée aux besoins des enfants avec un portrait clinique complexe dans une approche interdisciplinaire incluant le ou la pédiatrie, l'amélioration de la prise en charge de certaines clientèles à forte volumétrie, par exemple le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le coût total du projet est de près de 1,2 million de dollars. Il est financé par le CI3S Laurentides ainsi que par le soutien financier de l'Institut de la pertinence des actes médicaux et de la Fondation de l'hôpital de Saint-Jérôme qui a contribué pour la confection de la murale. L'exposition Ressouvenance de l'artiste brégeoise Marie-Josée Lebel prendra place jusqu'au 9 juin à la salle Alphonse Desjardins située au 1145 rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant.
Ce projet fait suite à son exposition Trame Laurentienne, Trame Laurentienne, présentée en 2020 et s'inscrit dans la poursuite de son travail en recherche et création au sujet de l'occupation du territoire et de la conservation du patrimoine dans le paysage. Avec Ressouvenance, l'artiste se questionne plus précisément sur l'étalement urbain et les actions politiques et économiques qui s'y rattachent. En prenant acte de ce qui l'entoure, comme les vestiges patrimoniaux, le passage du temps, les échos de la population et de leur histoire dans le paysage, Mme Lebel fait une nouvelle lecture de la transformation et de l'évolution des espaces. Par ses œuvres qui allient les nouvelles technologies et les techniques ancestrales de la gravure, elle souhaite stimuler une prise de conscience collective autour de la question du développement territorial, ouvrir le dialogue et surtout faire œuvre utile. Cette exposition est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel conclue entre la Ville de Mont-Tremblant et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Avec l'arrivée du printemps, la Ville de Mont-Tremblant mobilise ses ressources pour le grand nettoyage des rues et des parcs sur tout le territoire. Au cours des prochains jours, une vingtaine de véhicules seront déployés pour préparer les infrastructures municipales à la saison estivale. Pendant 4 à 6 semaines, les équipes sur le terrain travailleront quotidiennement à éliminer les résidus accumulés pendant l'hiver. Cette vaste opération comprendra le balayage de quelques 272 km de chaussées, le nettoyage de quelques 206 km de trottoirs, ainsi que le 28 abribus sur son territoire. De plus, les équipes feront l'entretien des 14 km de voies cyclables avec une fréquence hebdomadaire accrue dès le mois de mai. Les 44 parcs et espaces verts, incluant les plateaux sportifs et une dizaine d'aires de jeu, seront soigneusement nettoyés. Les terrains autour d'une quarantaine de bâtiments bénéficieront également d'une attention particulière. La Ville préparera les 31 fontaines à boire pour l'ouverture en début mai et procédera à l'installation de 100 oriflammes annonçant les activités de la saison estivale. Pour faciliter le travail des équipes de nettoyage, la Ville de Mont-Tremblant encourage chaque citoyen à faire sa part en adoptant des gestes simples et responsables au quotidien pour rendre leur rue et leur quartier agréables. Il faut déposer les feuilles, le gazon et autres matières organiques dans un composteur ou dans le bac des matières organiques et non dans la rue. Il faut balayer le sable dans la rue à moins que le nettoyage de la rue ait été fait dans le secteur. S'il a été fait, conserver le sable sur la propriété pour d'autres utilités. Il faut placer les équipements sportifs comme les buts de hockey ou les paniers de basketball sur la propriété privée pour éviter qu'ils ne gênent l'entretien des trottoirs ou de la rue. Il faut utiliser l'eau de manière éco-responsable en utilisant le balai plutôt que le boyau d'arrosage pour nettoyer les entrées. Les citoyens et citoyennes qui désirent en faire davantage et contribuer à la propreté de leur ville, pour les citoyens qui désirent en faire davantage, la corvée annuelle de nettoyage des rues et des parcs est de retour. La date et les modalités de participation seront dévoilées prochainement sur le site web et dans l'infolettre de la Ville. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réfection du tablier du pont situé sur la rue Latreille au-dessus du ruisseau Clair à Mont-Tremblant ont débuté le 29 avril et s'échelonneront sur une période de 3 semaines. Ces travaux, qui consistent notamment à remplacer le tablier de cette structure, ont pour objectif d'y rétablir les charges légales, soit le nombre de tonnes autorisées pour la circulation des camions. Une fermeture complète de la structure sera nécessaire pendant toute la durée des interventions. Afin de minimiser les répercussions sur la circulation, un chemin de détour sera mis en place via les routes 77 et 327 et les rues de Saint-Jovite et Vaillancourt. Afin de connaître les détails des entraves en cours et à venir de ce chantier, les automobilistes sont invités à consulter le Québec 511. La réglementation municipale de la Ville de Mont-Tremblant concernant les animaux a été mise à jour afin de faciliter le renouvellement des licences pour chiens et chats. Dorénavant, le renouvellement de la licence se fera à la date d'inscription de l'animal sur la plateforme Emily, soit annuellement pour un chien et aux 2 ans pour un chat. Toutefois, la licence pour un animal inscrit avant le 1er janvier 2024 devra être renouvelée avant le 1er juin 2024 et à cette même date chaque année, quelle que soit la date d'inscription initiale. Il est recommandé de faire l'inscription et le renouvellement en ligne sur le site emily.pet. Pour toute question, il est possible de communiquer avec le service de travaux publics au 819-425-8614. La Ville de Mont-Tremblant a attribué un contrat de service d'une valeur de 51 000 taxant su à la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant pour la gestion et la réalisation de divers mandats liés aux entreprises locales, qu'elles soient membres ou non de l'organisme. Ces mandats incluent l'accueil des nouvelles entreprises, le recrutement, l'analyse des besoins, ainsi que l'élaboration d'un registre des entreprises sur le territoire.
Une subvention a aussi été accordée à l'organisme au montant de 95 000 non taxables pour l'embauche d'une ressource pour soutenir la mission de l'organisme et mettre à exécution la phase 1 du mandat avec l'organisme rue principale en 2024. À Mont-Tremblant, des travaux de réfection sont prévus cette année sur un tronçon de 15 km du parc régional Le Petit Train du Nord entre le lac Mercier et la gare de la Belle. Cette piste multifonctionnelle est une infrastructure qui favorise le transport actif et permet aux gens de la région et d'ailleurs de découvrir ou redécouvrir la beauté des Laurentides. Le conseil municipal a autorisé une contribution de 22 000 à la MRC des Laurentides pour le projet de réfection. Cette dépense provient d'une quote-part payable à la MRC des Laurentides qui chapeaute ce projet. Un document explicatif détaillant les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques en lien avec le projet de réfection peut être consulté sur la page web mrclaurentide.qc.ca/dossier-en-cours. Dès cette saison, une nouvelle mesure sera mise en place pour faciliter le travail de l'organisme à but non lucratif Prévention Lac-Tremblant-Nord. Une carte d'accès spécifique, nommée carte bleue, sera désormais obligatoire pour tous les utilisateurs journaliers de la rampe. Ces personnes, physiques ou morales, pourront obtenir la carte conditionnement à ce qu'elles soient domiciliées, propriétaires ou copropriétaires à 50 % ou plus d'un immeuble sur le territoire de la ville de Mont-Tremblant. L'introduction de la carte bleue vise à faciliter la gestion de l'accès à l'eau offerte par l'organisme, le tout conformément à l'entente entre ceux-ci et la ville de Mont-Tremblant. La carte bleue est gratuite et active pour l'année en cours. Elle doit être renouvelée chaque année. Pour l'obtenir, les personnes intéressées et admissibles devront se présenter au bureau de l'hôtel de ville. Les modalités d'obtention et d'utilisation ainsi que les preuves exigées seront bientôt disponibles sur le site Internet de la ville de Mont-Tremblant. La ville de Mont-Tremblant entame une étape importante dans la concrétisation du futur pôle santé à Mont-Tremblant, situé à la jonction de la route 117 et de la rue Léonard. Dans le cadre de ce projet, des travaux d'infrastructure sont nécessaires, notamment le prolongement des réseaux d'égouts sanitaires et d'aqueducs sous la rue Léonard, ainsi que l'aménagement de trottoirs et de pistes cyclables jusqu'au site du pôle santé. Le coût total des travaux est estimé à 3,6 millions de dollars, couvrant également la préparation des plans et des devis. Pour financer cette initiative, le conseil municipal a déposé un projet de règlement autorisant un emprunt de 2,6 millions de dollars sur une période de 20 ans. Cette somme équivaut à une dépense annuelle de 15,37 dollars pour un immeuble d'une valeur moyenne de 471 000 dollars, étant donné que le règlement a pour objectif des travaux d'aqueduc et d'égouts et que la dépense concerne l'ensemble du territoire, aucune procédure de registre n'est requise, conformément à la loi sur les cités et villes. Le règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 avril et soumis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour approbation finale. Le traditionnel week-end de vente débarras sera de retour les 18, 19 et 20 mai prochains sur le territoire de Mont-Tremblant. Bien qu'aucun permis ne soit requis durant cette fin de semaine, les citoyens qui souhaitent afficher leur vente débarras sur la carte interactive de la ville sont invités à remplir le formulaire d'inscription au plus tard le 15 mai à midi à villedemontremblant.qc.ca/vente-débarras. La carte interactive sera rendue disponible sur cette même page web à compter du 16 mai. Notez qu'aucune carte imprimée ne sera distribuée. Pour des raisons de sécurité, les citoyens doivent effectuer leur vente débarras sur leur propriété et non sur la rue ou le trottoir. Une seule enseigne d'au plus 0,5 m² est autorisée. Celle-ci doit être installée sur la propriété où a lieu la vente débarras et ce au maximum 4 jours avant le début de la vente. Celle-ci doit être retirée immédiatement après la vente. Pour toute question sur le sujet, communiquez avec le service de l'urbanisme à urbanisme@ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca ou au 311 ou encore au 819-425-8614. La ville de Mont-Tremblant souhaite améliorer son service de patrouille estivale pour la saison 2024. En plus de faire respecter le règlement sur le stationnement, la patrouille aura la charge d'effectuer une surveillance accrue des plateaux et infrastructures sur le territoire. Elle pourra ainsi intervenir et émettre des amendes aux personnes qui ne respecteront pas la réglementation relative à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics en matière de flânage, de propreté publique, de nuisances sonores et de bien-être. Pour réaliser ce mandat, 2 contrats de gré à gré ont été attribués à Groupe Sûreté Inc., chacun pour un montant maximal de 57 250 $. Cette initiative a comme but de dissuader les comportements indésirables et de favoriser la tranquillité et le bien-être de la population. Revenez-nous après la pause.
Dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole, qui s'est déroulée du 14 au 20 avril dernier, Loisirs Laurentides a récompensé 4 personnes de la région de Laurentides en leur attribuant un des prix bénévoles de l'année, mis de l'avant par l'organisme pour souligner leurs actions bénévoles dans le milieu du loisir au cours de l'année 2023. L'organisme a été à la rencontre de ces grands bénévoles pour leur remettre un trophée et un panier contenant des produits du terroir. Dans la catégorie activité physique, le gagnant est Jean Bellemare. Jean Bellemare est l'un des animateurs doyens sur le territoire du CI3S de Laurentides. Il anime des activités à la résidence La Jéromienne depuis déjà 8 ans et il est toujours aussi motivé. Il aime sensibiliser les gens autour de lui à faire de l'activité physique. Il s'implique dans l'animation de séances d'exercice et prend à cœur que les participants aient du plaisir à bouger. Président des loisirs de la résidence de 2013 à 2016, il s'est impliqué en 2016 dans un projet de cabanon pour que les résidents de la Jéromienne puissent entreposer leurs vélos. En 2018, il s'est aussi impliqué dans un projet de jardin potager pour une saine habitude de vie à la résidence. Dans la catégorie loisirs culturels, la gagnante est Monique Bellil. Impliquée depuis plus de 13 ans dans sa communauté, Madame Bellil a fondé un club de lecture en français, un groupe de tricot et elle a créé un projet d'arbres à mitaines avec le soutien de sa municipalité. Elle s'implique aussi activement avec le groupe Recycar qui invite les participants à créer des œuvres avec des matériaux recyclables ou des déchets. Pour elle, les loisirs ont besoin d'être partagés, d'où l'idée de créer un club de lecture et un groupe de tricot. Elle est heureuse de donner à sa communauté et aux élèves provenant d'écoles dans le besoin en leur offrant des créations tricotées. Cette année, quelques-unes des créations du groupe de tricotage seront destinées à des familles ukrainiennes. Elle est toujours bénévole lors des collectes de sang de sa municipalité et elle est la porteuse du dossier de la guignolée à Moore Knights. Elle s'implique aussi beaucoup à la bibliothèque, entre autres pour l'heure du conte. Elle est une figure emblématique de sa communauté et une tisseuse de liens. Elle contribue à faire de son milieu de vie un lieu à dimension humaine et unique. Dans la catégorie sport, le gagnant est Philippe Ouimet, impliqué au sein du club Tremblant Nordique. Monsieur Ouimet travaille avec un engagement incroyable pour la communauté de ski de fond à Mont-Tremblant. Il s'investit autant dans l'initiation des nouveaux skieurs que dans le soutien aux athlètes compétitifs. Il prend également le temps d'accompagner les parents des jeunes skieurs pour s'assurer d'un engagement à long terme dans le sport. Il participe à la gestion de tous les volets du club. Il est le premier à arriver le matin pour gérer le côté matériel aux entraînements et aux courses. Il est aussi le dernier à partir et amène toujours une idée ou une anecdote qui rend les événements encore plus valorisants pour les jeunes. Toujours souriant, rassembleur et inclusif, M. Ouimet est le cœur du club Tremblant Nordique. Dans la catégorie plein air, le gagnant est Paul Thériault. Depuis plus d'une décennie, M. Thériault est un membre influent de la communauté de plein air et de vélo de montagne de Sainte-Adèle. Membre actif du comité d'administration de plein air Sainte-Adèle depuis 2 ans. Il apporte une énergie nouvelle et une vision inspirante aux initiatives de plein air de Sainte-Adèle. En tant que responsable de la signalisation et du balisage des sentiers, il a démontré un leadership exceptionnel, une capacité entrepreneuriale remarquable et une vision stratégique qui ont grandement amélioré l'expérience des utilisateurs des sentiers. En 2023-2024, son travail acharné et sa détermination ont été des catalyseurs pour le développement et l'entretien du réseau Chanteclair, faisant de lui une figure incontournable et respectée de la communauté. Il consacre plus de 15 heures par semaine à préparer et entretenir les sentiers de ce réseau. Toujours prêt à prêter main forte lors des corvées et des événements spéciaux, il incarne les valeurs d'entraide et de solidarité qui sont au cœur de la mission de l'organisme Plein Air Sainte-Adèle. Les personnes bénévoles vous sont importantes. Vous en connaissez une dont les actions dans le domaine du loisir ou du sport méritent d'être saluées. Attendez plus, faites connaître ces bénévoles à Loisirs Laurentides. Soumettez sa candidature via le site web du gouvernement du Québec avant le 19 mai prochain au prix du bénévolat en loisirs et en sport $Morin, la plus importante distinction décernée par le gouvernement du Québec à des bénévoles en loisirs et en sport. Visitez la page web du prix du bénévolat en loisirs et en sport $Morin pour accéder au guide et au formulaire de mise en candidature. Lors d'une cérémonie officielle qui aura lieu le vendredi 25 octobre 2024, plusieurs prix régionaux et nationaux seront décernés à des personnes bénévoles ainsi qu'à un organisme et à une municipalité qui les soutiennent dans leurs actions. Le prix du bénévolat en loisirs et en sport $Morin est sous la responsabilité de la Direction du sport, du loisir et de l'activité physique du ministère de l'Éducation du Québec, en partenariat avec le réseau des unités régionales de loisirs et du sport du Québec. Dans les Laurentides, c'est l'organisme Loisirs Laurentides qui organise la chose.
À Saint-Hippolyte, les travaux de réaménagement et de sécurisation de la descente de bateaux municipales doivent être terminés au plus tard le 30 septembre 2024, incluant les travaux de compensation et de revégétalisation requis par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs. Par conséquent, le conseil municipal a résolu d'autoriser la reprise des travaux interrompus à l'été 2023, et ce, à compter du 1er août prochain. Aussi, à Saint-Hippolyte, considérant que la propriété du 614 chemin de Kilkenny empiète pratiquement sur la chaussée, la municipalité est d'avis qu'elle doit être démolie puisqu'elle est susceptible de nuire à la sécurité des automobilistes. Une entente est intervenue entre la municipalité et la propriétaire pour une vente de gré à gré au montant de 65 000 $. Selon le plan de conservation des milieux naturels de Saint-Hippolyte, 50 % du territoire comporte des milieux naturels à fort intérêt écologique. Les études de l'organisme Éco-Corridor Laurentien démontrent que Saint-Hippolyte constitue un territoire primordial pour assurer les déplacements de la faune à l'échelle régionale en raison de la présence d'un important noyau écologique au centre de son territoire et des corridors écologiques s'y rattachant. Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet au conseil municipal d'adopter une résolution de contrôle intérimaire afin d'interdire les nouvelles utilisations du sol, construction et demande d'opérations cadastrales, il a été résolu d'imposer un contrôle intérimaire à l'ensemble du territoire de Saint-Hippolyte afin d'interdire les nouvelles demandes d'opérations cadastrales visant à créer une rue ou à prolonger une rue existante qui n'a pas fait l'objet d'un protocole d'entente entre un développeur et la municipalité. Également interdit sont une nouvelle demande d'opération cadastrale visant la création d'un lot destiné à accueillir un bâtiment principal, à l'exception des demandes relatives à la création de lots riverains des segments de rue pour lesquels un protocole d'entente entre un développeur et la municipalité. Il est également interdit de demander la construction d'une rue qui n'a pas fait l'objet d'un protocole d'entente entre un développeur et la municipalité. Aussi interdit à la construction d'une allée véhiculaire pour un projet intégré qui n'a pas fait l'objet d'un permis de construction. Également interdits sont les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions et les nouvelles demandes d'opérations cadastrales relatives à un nouveau projet intégré ou à l'agrandissement d'un projet intégré existant. Il est également interdit la construction d'un bâtiment principal, sauf s'il s'agit d'une construction en bordure d'une rue existante ou d'une rue à être construite en vertu d'un protocole d'entente entre un développeur et la municipalité. Également interdites sont les coupes de nettoiement, les coupes de jardinage et les activités civicoles. Aussi interdits sont l'abattage des arbres dans le cadre de la mise en culture du sol sur un lot situé à l'extérieur de la zone agricole décrétée en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Le conseil municipal de Saint-Hippolyte a accepté d'octroyer une aide financière à 3 associations de lacs pour différents projets, et ce, conformément au programme de soutien à l'action environnementale Fonds vert de la municipalité. 7 295 $ iront à l'Association pour la protection de l'environnement du lac Bleu afin de réaliser un inventaire des plantes aquatiques et de recevoir une formation à la détection des plantes aquatiques exotiques envahissantes. 6 614 $ iront à la Coalition pour la protection du lac du Pin Rouge pour recevoir un accompagnement du CRE Laurentides, s'inscrire au réseau de surveillance volontaire des lacs pour l'organisation d'une conférence ainsi que pour des trousses et des affiches de sensibilisation. 5 400 $ iront à l'Association pour la protection du lac de l'Achigan pour le contrôle de goélands, son inscription au réseau de surveillance volontaire des lacs et pour réaliser une campagne de sensibilisation et mettre à jour la carte du lac et du code d'éthique. En 2007, la municipalité de Saint-Donat présentait son plan d'action pour des lacs en santé. À la suite de son succès, une première politique environnementale a été élaborée et mise en œuvre en 2012. Un premier plan d'action 2012-2015 a vu le jour, suivi d'un plan vert 2016-2019, dont le bilan est actuellement disponible. Assistée du Conseil consultatif en environnement, composé notamment de 7 membres citoyens, la municipalité souhaite poursuivre ses orientations environnementales. L'adoption d'un plan vert de 3e génération pour les années 2024-2029 confirme l'ambition de la municipalité de demeurer un leader dans ce domaine. Dans ce processus, la municipalité prendra en considération la voix des résidents. En participant à un sondage, les résidents contribueront directement à façonner un avenir environnemental à l'image de leurs préoccupations et de leur vision. Chaque réponse est une pierre angulaire permettant à la municipalité d'adopter des politiques adaptées au maintien d'un environnement sain et harmonieux. La création d'un impact positif durable réside dans l'engagement des résidents et l'ensemble des gestes qu'ils posent quotidiennement.
Dans le cadre de cette démarche, la municipalité de Saint-Donat a sollicité l'aide de Consultaire, une entreprise lanaudoise spécialisée dans la gestion conseil en développement durable. L'objectif est de proposer un sondage impartial aux résidents et résidentes pour obtenir des résultats s'inspirant de leurs besoins. Les résidents ont jusqu'au 12 mai pour répondre au sondage sur le site web de la municipalité. La Ville de Mont-Tremblant désire informer les citoyens que les ventes de garage sont permises pendant la fin de semaine de la Fête des Patriotes du 17 au 20 mai prochain inclusivement. Malgré le fait qu'aucun permis ne soit requis pour la planification d'une vente de garage, pour des raisons de sécurité, les citoyens doivent effectuer les ventes de garage sur une propriété privée et non sur les trottoirs de la ville ou dans les rues. Aucun objet ne doit être déposé sur le trottoir ou sur la voie publique. Il est permis d'installer une seule affiche d'au plus 0,5 mètres carrés sur le terrain où a lieu la vente pour la durée de la vente seulement. En cas de pluie, le samedi ou le dimanche, la vente pourra avoir lieu le samedi ou le dimanche suivant. Depuis le 1er mai, la Ville de Mont-Laurier invite les citoyens à se déplacer à vélo en empruntant le réseau cyclable urbain. Pour l'occasion, la Ville désire rappeler aux automobilistes qu'il est interdit d'immobiliser leurs véhicules ou de stationner en présence de bandes cyclables, incluant celles présentes sur la rue Alix et sur le chemin Adolphe Chapelot. La Ville remettra des avis de sensibilisation aux automobilistes immobilisés ou stationnés à l'intérieur des bandes cyclables jusqu'au 19 mai prochain. À compter du 20 mai, des constats d'infraction seront émis aux automobilistes stationnés ou arrêtés à l'intérieur des zones réservées aux cyclistes. Il est également interdit d'utiliser ces espaces à des fins de débarcadère, à l'exception d'un conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée. Il est important que les bandes cyclables restent dégagées pour assurer la sécurité des utilisateurs et ainsi favoriser le partage de la route entre les cyclistes et les automobilistes. Inauguré l'an dernier, le réseau cyclable urbain de la Ville de Mont-Laurier a été développé en partenariat avec Vélo-Québec afin de permettre l'accessibilité aux diverses infrastructures de la ville en bonifiant la route verte déjà existante. Ce réseau offre également la chance aux cyclistes et aux touristes présents au kilomètre 201 du parc linéaire Le Petit Train du Nord d'accéder aux infrastructures du centre-ville. Des supports à vélo seront notamment accessibles à plusieurs endroits stratégiques de la ville afin d'inciter les citoyens à opter pour ce moyen de transport économique et éco-responsable. Nous vous laissons maintenant sur un extrait d'une entrevue avec Jean-François Charon, président et cofondateur de l'entreprise Ski Panache. J'accueille Jean-François Charon, qui est le cofondateur et président de Ski Panache. Bonjour. Bonjour, Daniel. Alors, expliquez-moi, c'est quoi Ski Panache? Les Ski Panache, c'est une jeune entreprise, ici dans les Laurentides, à Saint-Hippolyte plus précisément, et qui font en fait de la conception et de la fabrication de ski alpins. D'ailleurs, ici, 2 paires avec 2 modèles que je vous ai emmenés pour vous les montrer. Et est-ce qu'on les retrouve dans les magasins? Vous êtes en développement encore, vous n'êtes pas encore dans les magasins. C'est une entreprise en développement. Oui, c'est tout à fait en développement. En fait, vous avez compris, ça fait 4 ans qu'on plonge sur nos modèles. Et puis, ils ne sont pas encore disponibles en boutique. On espère bien qu'à l'automne, à la saison 2024-2025, certaines paires vont être dans certaines boutiques là, à travers le Québec. Là, on travaille fort là-dessus. Là, on aimerait beaucoup ça. Vous avez eu l'idée comment de faire des skis ici? En fait, l'idée initiale, c'est que il y a plusieurs aspects. Là. Moi, j'ai toujours aimé faire du ski alpin. Donc, faire les nôtres, c'est agréable. Après ça, on pourrait dire, mais il y a peut-être un petit manque. Là. Ça fait longtemps que les skis n'ont pas eu une évolution. On aimerait ça peaufiner un peu les skis, ce qu'on ne retrouve pas en boutique. Donc, on offre là, une valeur ajoutée avec un plaisir de glisse là, sur glace accrue. Là. Ça mord dans la glace. Et puis finalement, en fait, j'aime beaucoup les compétitions sportives. On a les très bons athlètes au Québec. Puis finalement, je n'ai jamais vu un athlète québécois gagner sur des skis fabriqués aussi au Québec. Donc, je me suis dit, attends, mais ça, c'est intéressant. On pourrait fabriquer puis concevoir les skis ici pour nos athlètes, là, pour faire rayonner le Québec à travers tout ça. Parlez-moi de comment vous développez cette idée-là. Vous êtes, je pense, avec l'incubateur Montrix. Alors, c'est quoi le processus pour passer d'une idée de concevoir des skis à la fabrication? Oui, c'est ça. En fait, avec le Mont X, ce que ça nous a permis de faire, c'est en fait
En fait, c'est comme réaliser une entreprise, là. Autrement dit, nous, quand on est arrivé au Mont-X, on était déjà en entreprise de petite, là. On avait certains modèles de fait, parfait. On avait réalisé certaines hypothèses, on a fait de la glisse puis tout. Mais bon, ce que Mont-X nous apporte, c'est la commercialisation, c'est le volet entrepreneurial. C'est quoi les bases là, qu'il faut faire pour réussir une entreprise, là? Comment bien s'orienter, comment bien financer le projet, rencontrer les bonnes personnes, penser actuellement à ce qu'on ne connaît pas. Et puis nous appuyer, nous épauler, puis en fait nous shaker un peu la boîte pour nous mettre au défi là, pour qu'on soit à l'affût un peu de tout. Qu'est-ce qui représente une entreprise et être entrepreneur? Donc, on vous appelle comment être entrepreneur. C'est tout à fait ça. Parfait. Le nom ski panache, je trouve ça intriguant. Parlez-moi de ça. Oui, les ski panaches, là, ça vient en fait. On trouvait que c'était un mot agréable. Puis en fait, là, si je pointe ici, c'est le A avec le panache sur les états. En fait, un panache d'un cervidé, d'un orignal ou d'un cerf, en fait, c'est l'extension de son corps. Donc, moi, quand je glisse, j'ai beaucoup de plaisir, puis je sens que mes skis, c'est l'extension de mes pieds. Donc, c'est comme un peu, c'est mon panache. Puis après ça, on pourrait dire que le ski panache, là, c'est avoir du panache. Alors, on aime ça dire ski avec panache, notre slogan. Et puis, finalement, c'est que les skis panaches, en fait, on voulait faire initialement des skis sur mesure. Puis les panaches de cervidé, il n'y en a pas deux pareils. Ils sont tous uniques. Oui, c'est ça, ils sont tous uniques. Ça va arriver un jour, mais là, il faut une étape à la fois, quoi, comme on dit. Mais c'est ça. Donc, mais le nom est là, l'idée est là, le concept est là. Donc, Jean-François Charron de Ski Panache, merci beaucoup. Ça fait plaisir.